Watch Me, vous avez répondu nombreux. Il y a eu plus de 3240 questions posées dans les commentaires de la partie FAQ, la partie où vous pouviez poser les questions pour la FAQ. Et donc je vais devoir faire une sélection drastique des questions qui ont été posées. Je vais m'aider en cela des votes que vous avez fait, parce que vous avez voté pour signaler celles d'entre elles qui vous intéressaient pas mal. Donc du coup je vais répondre à celle-là en priorité, et puis je vais essayer d'en faire quelques autres par-ci par-là, en essayant de répondre le plus rapidement possible. Et peut-être, on sait jamais s'il en reste trop, parce qu'il en restera forcément, je pense qu'il en restera au moins 3000, on fera d'autres questions peut-être dans une autre vidéo. On va commencer avec Nadir qui me demande: est-ce que tu arrives à trouver des débouchés professionnels grâce à tes études et ou à la chaîne? Le débouché professionnel, ça a été la chaîne. Grosso modo, personne ne va t'engager pour travailler sur un plateau si tu fais des critiques vidéo. Faut quand même bien prendre ça en compte, je vais pas avoir de débouchés en faisant des critiques, même pas des débouchés dans le milieu de la critique, parce que la plupart du temps, les journaux qui ont des parties critiques confient les critiques à un pigiste, un stagiaire, un machin, quoi que ce soit, mais enfin, rarement le meilleur journaliste du truc. Souvent, des gars qui ont fait des études de littérature, plus que de cinéma, etc. etc. Donc, les critiques viennent pas chercher non plus les critiques YouTube pour leur demander de faire des trucs écrits. Donc non, personne m'a proposé de boulot par rapport à ce que j'ai fait sur la chaîne, que ce soit en critique ou par rapport aux bases du cinéma ou par rapport à d'autres vidéos en général. Et si tu parles avec les débouchés professionnels de liens sponsorisés par exemple, ou de collaborations, trucs dans ce genre-là, je les refuse. Donc du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de débouché professionnel pour la chaîne. Le débouché professionnel de mes études a été la chaîne. Donc voilà. Un peu lié à ça, Jijou Bergerac me dit bonjour Dudu, tu nous as souvent dit que ton rêve était un jour de réaliser ton propre film. Aujourd'hui on te voit sur YouTube, mais où en es-tu hors YouTube? Nulle part. En vérité, j'ai fait le deuil de mon envie de devenir réalisateur quand j'ai fini par comprendre que je n'étais pas fait pour être réalisateur. Je suis fait pour parler de films, je suis pas fait pour réaliser des films. Il y a tout un tas de qualités qui sont nécessaires de base pour être réalisateur, en tout cas pour être un réalisateur qui fait du bon boulot, ne serait-ce que la base, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, ce qui veut dire aussi bien savoir gérer l'équipe que leur parler et leur déléguer ton travail, que savoir gérer les tensions, les conflits, etc. etc. Donc c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc je suis pas bon pour être sur un plateau, et c'est extrêmement compliqué de finir réalisateur et de faire tes films quand tu oses même pas aller vendre et proposer tes propres idées à des producteurs parce que t'y crois pas, tout bêtement. C'est malheureusement ça qui m'arrive souvent, hein, j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent en tête, mais au bout d'un moment je finis par me dire ouais mais non, ça c'est nul, ça c'est déjà fait, ça c'est trop candide, ça c'est trop machin, puis ça c'est machin. Donc je crois pas en mes idées en fait, donc je vais pas aller les vendre à un producteur. C'est quand même très compliqué pour moi de partir ensuite être réalisateur à côté de ça, quoi. Je sais même pas me convaincre moi-même que j'aurai ma place là-dedans, donc je vais convaincre personne d'autre à me suivre. Donc, a priori non. Le destin de réalisateur c'est un petit peu oublié. Reste que je suis très heureux de pouvoir continuer à parler de cinéma et vous apprendre à regarder des films et vous transmettre ça. Mais effectivement, ouais, la carrière de réalisateur, ça va un petit peu... on va un peu oublier ça. Ensuite, Jude Melon me demande « Hello Dudu, ma question sera simple. Est-ce que tu suis un peu le Critic Game sur YouTube? Et si oui, qu'en penses-tu » Oui, évidemment, je peux pas non plus être aveugle à ce qui se passe sur YouTube. Je vais pas le suivre non plus assidûment par rapport aux vlogs, par rapport aux avis sur les films, parce que j'ai toujours peur de finir par faire des vidéos de réponse à leurs vidéos à eux en fait. Donc généralement quand je vais aller regarder ce qu'ils font comme boulot, c'est quand moi j'aurai sorti ou fini de monter en tout cas mon vlog ou ma critique. En gros, on regarde dessus certaines vidéos d'autres critiques et entretiens-tu quelques relations avec certains d'entre eux? Oui, j'en suis d'autres. Les relations après, pas forcément. Après, c'est aussi une question personnelle, comme je vous ai dit, je suis pas très sociable, etc. Mais j'ai aussi mes problèmes et mes griefs avec certains de mes collègues. Mais en tout cas, oui, j'en suis certains d'entre eux, et il m'arrive de parler, de discuter, d'avoir des relations avec certains d'entre eux, généralement assez superficielles, pas très approfondies. Et il me dit en gros, que penses-tu de l'évolution des critiques sur YouTube depuis que tu as commencé à en faire? Je suis très surpris par cette volonté absolue de sortir ces critiques le plus tôt possible. J'ai pendant très longtemps tenu à sortir mes vidéos le mercredi, donc le jour de la sortie des films, ce qui était très compliqué et assez intenable, et ce qui impliquait justement de faire des vlogs sans aucun montage pendant quasi 5 ans.
Sinon, il n'y avait pas moyen de monter le truc en temps et en heure pour que ce soit sorti au bon moment. Et j'ai plus ou moins abandonné l'idée au fur et à mesure, notamment à partir du moment où je me suis mis à sortir les vlogs à plusieurs moments par semaine. Si j'en sortais 2 ou 3, j'en sortais un le jeudi, ou un le samedi ou le dimanche, et puis un le mardi, genre, pour plus les espacer. Et apparemment, c'est devenu la nouvelle mode, c'est la course à celui qui aura réussi à sortir sa critique le plus tôt possible et celui qui aura vu le film le plus tôt possible. Et je comprends pas ça parce que à quoi ça sert de sortir une critique que personne va aller regarder parce que personne n'a envie de te faire spoiler le film avant que le film soit sorti? Je vois pas l'intérêt. Et en ce qui me concerne, si je vois mes films en avant-première avant, au final je vais quand même enregistrer mon vlog quasi la veille de la sortie du truc parce que je serai pas dans le mood avant. Donc je sais pas, enfin moi je comprends pas trop le délire de vouloir absolument se précipiter pour être le premier à sortir sa critique. Je pense pas que ce soit essentiel, ni pour faire des vues, ni pour s'imposer, ni quoi que ce soit, mais bon. Donc du coup voilà, ça m'a surpris par exemple par rapport à l'évolution de la critique YouTube. Ensuite, le très mal nommé Mickey Studios me dit « As-tu déjà changé d'avis par rapport à un film que tu as analysé dans un de tes pourquoi j'ai raison et vous avez tort ?» Et c'est là que la question m'a surpris, c'est après un pourquoi j'ai raison et vous avez tort? Non. Si je change d'opinion sur un film après un pourquoi j'ai raison et vous avez tort, c'est que j'ai raté le pourquoi j'ai raison et vous avez tort, et à ce moment-là, je le retirerai, il serait plus en ligne. Quand je fais un pourquoi j'ai raison et vous avez tort, je rentre en profondeur dans le film, la saga ou le réalisateur. S'il y a quelque chose qui m'a passé sous le nez dans un pourquoi j'ai raison, vous avez tort, c'est que vraiment je me suis gouré, je me suis entièrement planté, quoi. Et ça ne m'arrive pas, encore heureux à l'heure actuelle, ça ne m'est encore pour l'instant pas arrivé. Pas après un pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Parce que là, la question, et en plus il développe après, la question est spécifique au pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Non, après un pourquoi j'ai raison, tort, jamais. Ensuite, Sid me demande, quelque chose qui revient assez régulièrement, est-ce que ce serait possible d'avoir un aperçu de à quoi ressemble ton setup et le travail que tu fournis sur un pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Alors le travail fourni sur un pourquoi j'ai raison, tort, pas vraiment, parce que il faudrait que je me filme sur plusieurs jours pour vous montrer le travail sur pourquoi j'ai raison, tort, mais je peux vous montrer le tournage en tout cas, des vlogs ou des pourquoi j'ai raison, vous avez tort, parce que je sais que quelqu'un d'autre un peu plus loin m'a demandé est-ce que on pourrait avoir le contre-champ des vlogs, etc. Donc, je vais faire venir mon troisième œil, mon ancienne caméra que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Donc le setup, c'est ça. Ça c'est mon bureau, ici donc on a les 2 moniteurs, ça c'est les moniteurs de mon PC, ça c'est le moniteur de ma télévision HD qui me sert donc de moniteur retour pour que je puisse voir du coup ce que je suis en train de tourner et quand je suis en train de parler. Il reçoit la vidéo de ma caméra Blackmagic qui est ici, donc une caméra Blackmagic c'est en gros un boîtier d'appareil photo qui tourne en 4K et avec une qualité, un format vidéo professionnel. Donc on a un câble qui sort d'ici, là le câble vert, qui est relié derrière la télévision à un adaptateur HDMI pour ensuite être branché sur la télévision, et donc ça me permet d'avoir mon moniteur retour. Juste à côté donc de l'écran du PC qui me permet d'afficher des trucs, là j'ai Photoshop parce que je mets de côté vos questions, mais ça me permet du coup d'avoir par exemple une page d'Allociné pour avoir les informations sur le film que je suis en train de vlogger, si je suis en train de faire un vlog. À une époque, je faisais mes vlogs avec un autre objectif, là c'est l'objectif 28 mm qui est ici. Et j'avais aussi un objectif 50 mm, et quand j'utilisais le 50 mm, je rabaissais donc ce truc là qui est monté, je mettais l'autre objectif et je mettais le trépied ici en fait, derrière le moniteur de mon ordinateur, juste là, et je tournais comme ça. Maintenant, je fais tout avec le 28 mm, qui fait toujours le même angle et le même cadre, et j'ai juste à recouper ensuite pour faire le cadre différent entre un pourquoi j'ai raison et tort et un vlog. Là la caméra est baissée parce que je suis assis et je suis en train de parler depuis mon canapé. En principe, quand je suis en train d'enregistrer un truc, elle est debout et elle est même un petit peu devant la télévision et m'empêche un peu de voir certains trucs par moment. À côté de ça, nous avons ici le boîtier son. Donc vous le savez, le son il est capté par mon micro-cravate. Voilà, donc ça c'est mon petit micro-cravate qui est donc sous mon col et qui me permet donc d'être capté. Le son arrive sur ce petit boîtier externe. Pourquoi un boîtier externe? Parce que les cartes son intérieures de PC ont souvent un petit souffle ou un petit bruit ambiant à cause de l'utilisation des autres composants qui font que tu as un petit souffle quand tu enregistres le son de ton micro. Là avec ça tu es sûr d'avoir le son le plus pur et clair possible, tu auras uniquement le son qui est arrivé du micro et le son absolument tel qu'il est arrivé dans le micro. Et donc ça permet d'avoir le son de meilleure qualité possible pour ensuite pouvoir le traiter et avoir le meilleur rendu possible. Donc le son est enregistré là-dessus et donc j'ai une carte SD qui se range ici pour pouvoir mettre le contenu. Et de ce côté-là, j'ai toutes mes entrées XLR, donc l'entrée professionnelle, mini jack, gros jack, etc. Et donc je peux capter plusieurs sources de son en même temps, ce qui est aussi intéressant si jamais je voulais faire des vidéos avec plusieurs personnes. Et puis après, on peut arrêter d'enregistrer. Tout ça passe sur l'ordinateur, et à ce moment-là, j'ai toute une sélection de programmes que j'utilise pour faire mes vidéos.
D'abord, je traite le son avec un programme qui s'appelle Isotope RX, qui permet donc de bien nettoyer le son, de retirer tous les bruits de fond, de retirer tous ces trucs-là, peut-être même l'écho si on a un peu trop sur certains trucs. Parfois, le truc est tellement magique qu'il arrive à retirer des bruits de frottement sur les micros, ou des trucs dans ce genre-là. Donc c'est quelque chose qui est quand même vachement utile, et donc c'est la première étape. Et ensuite, une étape de compression sonore. Une fois que le son est traité, je passe à la suite Adobe, puisque je monte avec les logiciels Adobe, Adobe Premiere pour la vidéo, et Adobe After Effects pour ce qui est des trucages. Photoshop également pour ce qui est de la création, pour certains trucs. After Effects pour tout ce qui est habillage, 3D, effets spéciaux très particuliers, pour les pourquoi réalisateurs principalement, ça m'arrive rarement d'utiliser un After Effects pour un vlog. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu du découpage technique, voilà comment ça se tourne, voilà comment ça se passe. Et alors vite fait pour l'éclairage, j'ai une lampe halogène de ce côté-là pour éclairer la pièce en général, et du coup pour rehausser ce côté-là, j'en ai acheté deux, des petits blocs LED pour pouvoir rehausser un peu la lumière. Donc voilà, c'est cool, c'est fourni généralement avec quelques accessoires pour vous permettre de filtrer la lumière, lui donner un côté un peu plus bleuté, ou la rendre un peu moins dure et faire des ombres qui sont un peu plus floues. Et puis le truc que j'ai acheté, mais pour l'instant j'ai pas encore pu m'en servir, mais c'est toujours utilisé en lumière, c'est ça, c'est les feuilles de gélatine, ce qu'on appelle la gélatine, qui sont, alors ça par exemple, ça s'appellerait du CTB. Et CTB, c'est un filtre qui fait du bleu, CTR serait un filtre rouge par exemple, et donc c'est le genre de filtre qu'on met devant les lumières pour en changer la couleur et pouvoir faire des petits effets un petit peu spéciaux. Je les ai achetés, pour l'instant j'ai pas pu les utiliser, je devais les utiliser normalement pour ma vidéo sur Star Wars 8, et finalement j'ai abandonné cette idée de mise en scène. Donc du coup pour l'instant je m'en suis pas encore servi, mais ça va me servir un jour ou l'autre, et si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait des lumières intéressantes, c'est avec ce genre de truc. Savoir que ces gélatines là c'est très important pour l'éclairage cinéma, parce qu'en fait les lumières, les sources de lumière elles-mêmes ont une couleur. Celle-ci par exemple est beaucoup plus bleue que celle-là. Donc il faut que je corrige celle-ci, que je la jaunisse un petit peu en étalonnage, pour lui redonner un ton à peu près normal et naturel qui se mélange bien avec l'autre, sinon les couleurs sont pas bonnes. Ensuite, les chroniques de l'Underground m'a posé plusieurs questions, il m'en a posé 5, mais elles sont toutes plutôt intéressantes. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu moins que d'autres, mais du coup j'ai décidé de toutes les prendre. Il me demande, penses-tu que les salles de cinéma disparaîtront d'ici 20 ou 30 ans face au succès de plus en plus grand de la VOD et des services de streaming? Je noterai au passage qu'on ne sait toujours pas si Netflix est un succès, parce que je vous signale que, chose étrange, alors qu'ils ont ces chiffres de visionnage, ils n'affichent jamais le nombre de vues faits par leurs films ou par leurs séries. Ce qui, étant donné les capacités d'un service de VOD et de l'informatique d'aujourd'hui, est quand même assez clair dans le genre nos chiffres sont mauvais et on n'a pas envie de les diffuser, sinon vous vous rendriez compte que nos films personne ne les regarde en fait. Et le jour où vous vous serez rendu compte que la disparition d'un service de VOD, ça fait que vous n'avez plus aucun droit sur tout ce que vous regardiez avant, et que donc du coup vous perdez absolument le contrôle de votre divertissement et de la possibilité de revoir ce qui vous plaît, vous allez peut-être en revenir. Quand vous allez comprendre également que chaque distributeur veut avoir l'intégralité des revenus du service de VOD, plutôt que de louer ses films à un concurrent qui va se faire des thunes et leur en redonner un tout petit pourcentage seulement au passage, et que donc ils veulent tous avoir leur service de VOD dédié. Il y a Disney+ qui est en train d'arriver en ce moment, et il y a d'autres boîtes de prod qui sont en train d'essayer de les mettre en place. Vous allez vous rendre compte que pour pouvoir voir tous les films que vous avez envie de voir pour de vrai, il va falloir vous abonner à 10 ou 30 services de VOD en même temps, et au final vous allez payer à peu près le même prix que si vous achetiez simplement 1 ou 2 DVD par mois, quoi, ou 1 ou 2 places de cinéma. Donc non, je ne pense pas que le cinéma va mourir face à la VOD et au service de streaming, je pense que ce sera l'inverse. Mais il m'arrive très souvent d'avoir tort. Notamment quand je prends des avis et des paris aussi gros. Vous savez, quand je prends des paris, j'échoue toujours. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur les Oscars, c'est parce que j'ai dit que Leonardo DiCaprio aurait pas son Oscar, et c'est pile poil l'année où il l'a eu. Donc vous pouvez partir du principe que je suis un con, mais j'ai plutôt l'impression que la VOD, c'est un truc qui sera jamais viable en fait. Si ça pouvait être viable techniquement, ça serait pas viable économiquement à cause des guerres de revenus entre les différents studios. Donc ça n'existera jamais. Ou alors ça existera parce que Disney aura racheté tout le monde et que de toute façon si on voudra voir un film, il sera chez eux. C'est la seule façon de fonctionner. Deuxième question, il m'avait dit que fais-tu lorsque les spectateurs ne respectent pas le silence dans une salle de cinéma? Rien, parce que je suis une petite fiotte et que j'ai pas les moyens de me battre contre qui que ce soit, donc s'ils sont plus petits que moi, je vais me pencher au-dessus d'eux et leur dire il serait peut-être un peu de temps de vous taire là, j'aimerais bien suivre le film et j'en ai marre d'avoir votre portable qui m'éclaire la gueule. Tellement de fois j'ai eu envie juste de prendre le réflexe, pencher le bras, attraper le portable et le balancer à l'autre bout de la salle en disant tu le récupéreras à la fin.
Mais je ne peux pas faire ça parce que je suis une fiotte. Et donc sinon voilà, s'ils sont trop grands, je ne dis rien et je prends mon mal en patience. Vous savez que dans les salles de cinéma américaines, ça existe. Il y a des mecs qui s'appellent les ushers, qui sont des gens que tu peux aller chercher s'il y a quelqu'un qui fait chier dans la salle, et si le mec refuse de fermer sa gueule quand le usher vient te voir, le usher peut le virer. Je comprends pas que ça n'ait toujours pas été fait dans les salles de cinéma françaises. C'est plutôt que de nous faire payer des surtaxes pour des Dolby à la con qui sont... Je dis Dolby à la con parce que le Dolby est presque obligatoire maintenant pour avoir une séance 3D par exemple en bonne condition. Donc plutôt que de faire payer des bonus à la con, vous pourriez nous faire payer un peu plus cher pour avoir simplement un usher à côté de la salle qui pourra virer les gens qui font chier. Ça donnera un peu plus envie d'aller dans les salles que vos bonus payants à la con. Troisième question, que penses-tu de cette tendance qu'ont les studios à sortir des versions longues en DVD pour contrebalancer les critiques du public sur les versions cinéma? Ta question est invalide. Parce que c'est pas une mode actuelle surtout, c'est pas une tendance, et c'est pas une question de critique du public. Les films qui sortent en salle ne peuvent pas dépasser les 2 heures parce que tu peux faire 6 séances d'un film de 2 heures, tu ne peux en faire que 4 d'un film de 3 heures. La raison pour laquelle beaucoup de films sont coupés quand ils sont trop longs pour aller en dessous des 2 heures, c'est parce que il y a beaucoup d'argent qui est investi dedans, et on estime que si on a 6 chances de voir le film dans la journée, c'est toujours plus de moyens de rembourser le financement du film que si on n'a que 3 chances de le voir dans une seule journée. Ça veut dire que le film n'a que 3 ou 4 chances de se rembourser dans la journée, au lieu de 6, par exemple. Donc ça fait que tes revenus sont forcément un peu moins forts si ton film dépasse les 2 heures. Il y a des films sur lesquels on se dit ils sont tellement bons qu'on peut se le permettre, ça va apporter de l'argent de toute façon. Surtout quand c'est des films qui vont par exemple bénéficier de plusieurs salles, ça arrive de plus en plus que les exploitants mettent des films dans plusieurs salles pour faire plus de séances. Mais ça arrive toujours qu'on coupe des films pour qu'ils soient en dessous des 2 heures, et on ne sort pas des versions longues pour faire plaisir au public juste après, c'est parce que c'est la seule façon qu'on a de diffuser le truc. C'est la seule façon que le producteur pense qu'il a de diffuser le truc. Parce qu'effectivement, le truc c'est que des fois les films coupés en dessous de 2 heures sont toujours bons et sont toujours intéressants, parce que les films au début sont toujours très très longs, et il y a toujours des films dont tu te dis finalement une fois que tu t'es tourné, bah non, ça je pourrais le couper, ça sert à rien, ça je pourrais le couper, c'est pas essentiel, etc. Donc tout n'est pas essentiel dans un film super long, donc des fois en les coupant en 2 heures ça marche très bien, des fois il manque des trucs, et du coup là ça passe beaucoup moins bien et les gens gueulent. Mais grosso modo c'est comme ça que ça marche tout le temps en fait. Tous les films font 3-4 heures quand ils arrivent au début, 2 heures après, parfois font 2 heures et demie et sont obligés d'être encore tronqués de 1/2 heure pour arriver vraiment en salle. Et des fois, ça les charcute et c'est catastrophique. Mais que grosso modo, c'est le processus de création normal d'un film. Donc je ne suis pas contre les versions studio et les versions ensuite longues en DVD, je trouve que c'est très bien, au contraire. C'est juste chiant que quand, dans certains cas particuliers, le film aurait pu fonctionner normal et qu'on l'a charcuté pour rien. Ça c'est le problème. Question 4, préfères-tu les effets spéciaux pratiques ou numériques et pourquoi? Je préfère les effets spéciaux numériques parce qu'ils sont libres. Si vous faites des effets spéciaux pratiques, à un moment ou un autre, vous serez limité dans le mouvement de la caméra, dans le mouvement de l'acteur, dans le mouvement du personnage, dans le mouvement d'un objet, dans la lumière, dans tout ce que vous voulez. Il y aura forcément un moment ou un autre où ça va chier quand l'effet sera pratique. Que ce soit l'animatronique, que ce soit les miniatures, que ce soit etc. etc. Il y a toujours un truc qui rendra moins bien ou qui sera compliqué, qui va rendre le truc encore plus compliqué à faire que si tu le fais en numérique. Plus cher également. Il existe certains effets spéciaux particuliers dans lesquels le pratique peut être plus intéressant, mais il sera plus intéressant qu'un effet spécial raté, numérique, pas forcément plus intéressant qu'un effet spécial réussi, numérique. Peut-être un peu moins cher qu'un effet spécial réussi numérique, mais pas forcément moins intéressant. C'est les seuls effets spéciaux numériques que vous n'aimez pas et qui sont ceux qui sont ratés. Un vrai effet spécial, quand il est bien réussi, normalement, vous le voyez pas et ça passe. Les effets spéciaux pratiques sont intéressants dans tout ce qui concerne l'organique. Parce que ça c'est quelque chose que les ordinateurs ont encore un peu de mal à faire, et c'est vrai que pour tout ce qui est personnages, notamment extraterrestres, je trouve que ça passe toujours mieux avec une prothèse sur le visage qu'avec un truc en image de synthèse. Mais il y a des choses qui sont impossibles à faire en image réelle, par exemple, et ça a été la grande lancée des images de synthèse, Gollum dans le Seigneur des Anneaux, il est tellement rachitique qu'aucun acteur n'aurait pu avoir son aspect ou son comportement, et donc là c'est essentiel et obligatoire de le faire en numérique. Les cas où les effets spéciaux pratiques sont plus intéressants sont quand même assez rares. C'est vraiment quand c'est une question de véritable interaction des éléments les uns entre les autres, et encore même ça en numérique on le fait assez bien. Le sang qui gicle par exemple dans les films d'horreur, pendant très longtemps ça s'est vu quand c'était du faux sang, maintenant ça devient presque compliqué de voir quel est le vrai et quel est le faux. Et enfin, y a-t-il un film ou des films que tu as toujours refusé de voir? Si oui, lequel et pourquoi? Ou lesquels et pourquoi? Refuser de voir, c'est particulier. Il y a des films que j'ai pas envie de voir,
Principalement parce qu'il m'intéresse pas. Je veux dire, par exemple, ça fait des mois qu'on me demande mon avis sur le film Dragon Ball Broly. Je m'en bats les couilles. je détestais cette série quand j'étais gamin. Moi j'étais celui qui regardait Sailor Moon et non pas Dragon Ball, donc en fait je regardais le Club Dorothée une fois que Dragon Ball était terminé. Je déteste Dragon Ball, d'accord? Donc mon avis sur Broly, je m'en branle, et si quelqu'un me le demande, non, je veux pas voir ce film. Donc des films comme ça, sur des licences qui m'intéressent pas, genre... pareil, me demandez pas de voir un film d'animation Pokémon par exemple. Je veux bien éventuellement aller voir celui qui est sorti par Hollywood, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, la rencontre entre le Japon et Hollywood, mais animation non. Pareil, me demandez pas mon avis sur le film Mon Petit Poney. Non, je ne regarderai pas ce film, et je refuserai de voir ce film, si on me le propose. Mais c'est assez rare que je refuse catégoriquement de voir un film. En y repensant, je suis, s'il y a un film, vraiment, si on me dit « Est-ce que tu veux le voir ?» je répondrai non. C'est genre, si le mec a le Blu-ray dans les mains et le disque est à côté du lecteur, et vraiment, il n'y a plus que oui à dire, et c'est bon, le film commence, et je crois que je dirais non. Et je crois que c'est Gangs of New York, de Martin Scorsese. À chaque fois que je vois des extraits de ce film, je déteste les décors, je déteste la lumière, je déteste les costumes, je déteste l'acteur, je déteste les scènes qui sont montrées, je déteste la musique, je déteste les plans de caméra, je déteste l'environnement, je ne veux pas voir ce film, je vomis chaque pixel du Blu-ray et chaque grain d'image de la pellicule qui a servi à faire ce film. Et je ne l'ai jamais vu de ma vie, hein. Je sais de quoi ça parle, et je connais les histoires, etc. J'ai des potes qui étaient ultra fans et qui m'en parlaient tout le temps, et je ne veux jamais voir ce truc. Je sais que je vais détester ce film de A à Z. Je m'en bats les couilles. Profond. Et c'est le seul film que j'arrive à penser dans un film que je refuserais de voir. Mais encore, refuser de voir, c'est rare que j'ai toujours la curiosité profonde au fond de moi de me dire que je veux savoir ce que je déteste aussi, quoi. Je veux savoir ce que j'aime pas, donc je vais forcément à un moment ou à un autre essayer de m'y plonger et essayer de voir le truc. Même Gangs of New York, un jour ou l'autre, je sais que je vais le voir. Parce que je pourrais pas résister éternellement au fait de pas savoir. Il faudra que je le voie à un moment ou à un autre. Mais sinon, non, refuser de voir un film catégoriquement comme ça, oui, si c'est un univers qui m'intéresse pas, ça va pas m'intéresser et je vais refuser de le voir. Mais je vais pas refuser comme je refuserais qu'on me pende, quoi. C'est pas ça, quoi. Je refuserais. Non. Voilà. Thomas Tolkien me demande, l'article 13 va-t-il être un problème pour tes vidéos? L'article 13 est là pour faire respecter les lois. L'article 13 dit « Vous devez faire respecter le droit d'auteur et payer les auteurs quand on exploite leurs œuvres ». L'article 13 ne changera rien à mes vidéos, parce que mes vidéos exploitent déjà des règles qui sont censées exister. Le droit à la citation et à l'illustration pour la critique, le détournement ou la parodie, c'est dans le code du droit d'auteur français, c'est dans le fair use américain, ce droit est censé être entré. Et l'article 13, c'est un truc qui est censé renforcer et faire respecter toutes les règles de droit d'auteur, y compris ces exceptions que j'utilise moi pour faire mes vidéos. Donc en principe, l'article 13, il change rien sur moi. Le problème de l'article 13, c'est que ça responsabilise YouTube, et YouTube n'a aucune envie d'être responsabilisé, comme les autres GAFA qui existent en dehors de ça. Et c'est ça que, en principe, l'article 13 devrait essayer de changer un petit peu. En principe, ça devrait être plutôt mieux pour les youtubeurs eux-mêmes. Poêle à frire me demande « Tu dépenses combien par an au ciné? J'ai un abonnement au cinéma qui coûte 19,50€ ou 90€, un truc dans ce genre-là. Fort heureusement, je ne paye pas chaque séance individuellement. » Pi hier me demande « Est-ce que tu penses que les films de super-héros sont en train de pourrir le cinéma ?» Pas le cinéma, en général, le cinéma blockbuster en particulier. Les films de super-héros sont principalement faits par Disney, et Disney, à cause de ça, impose sur le blockbuster son regard du blockbuster superficiel, où on se pose pas de questions, où il n'y a pas de vrai danger, où il n'y a pas de vraie menace, où il n'y a pas de vrai machin. S'il y en a, on les montre pas, pour que le film soit pas trop dur à vivre pour le spectateur, parce que quand même, ce serait horrible quoi qu'un spectateur aille sur un film où quelqu'un doit se défendre du mal, et qu'on ait peur du mal dont doit se défendre le héros. Qu'est-ce que ce serait atroce. Donc non, je pense pas que les films de super-héros sont en train de pourrir le cinéma, par contre ils sont en train de pourrir le cinéma de divertissement et le cinéma de blockbuster. Ça, oui, en partie. Après, c'est pas la faute des films de super-héros en eux-mêmes, c'est plutôt la faute de Disney. Et c'est pas... Enfin, ça va pas pourrir le cinéma en général, hein, non plus. Ça reste quand même des... On attend des choses très différentes d'un film blockbuster divertissement et d'un film d'auteur. LSQR Pierre, alors est-ce que c'est un jeu de mots sur Pierre Lescure du coup?
me demande, vas-tu un jour reprendre les sagas MP3, genre terminer un jour Star Wars, ou nous régaler d'autres parodies vidéo type Seigneur des Poivreaux? Parce qu'à la base, je te connais grâce à ça. C'est vrai que si vous n'êtes pas au courant, ça fait pas loin de 17 ans qu'on me connaît sur internet, pour avoir créé de l'humour en particulier au début, des sagas MP3 ou des détournements vidéo, Banal Fantasy qui parodie Final Fantasy, le Seigneur des Poivreaux en parodie vidéo du Seigneur des Anneaux, etc. etc. C'est des trucs qui ont fait le tour d'internet à l'époque où j'étais moi au lycée. Et donc ça s'est arrêté il y a 7 ans quand j'ai commencé cette chaîne du cinéma de Durandal, peut-être un peu moins. Ça fait peut-être 5 ans que ça s'est arrêté parce que j'ai eu mon cambriolage entre temps aussi, qui a fait que j'ai arrêté l'un des deux. Et alors reprendre ou continuer, grosso modo non, parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai laissé ça derrière moi, et à l'heure actuelle, si j'essaie de redémarrer un truc, je pourrais plus me limiter uniquement au son. Il faudrait que je cherche un animateur ou un truc dans ce genre pour m'aider, parce que je pourrais plus ne faire que du son à l'heure actuelle. Je pense que je me sentirais trop restreint et j'aurais trop de mal avec ça. J'ai aussi sans doute un peu perdu la main, j'ai pas perdu l'humour, j'espère pas, mais ça fait quand même, pour Star Wars par exemple, ça doit faire 5 ans que la saga est en arrêt, donc tu reprends après un gap de 5 ans, alors que t'étais en plein milieu d'un truc en plus, parce que j'étais en plein milieu du chapitre 3, du 3e film, et j'avais sorti 3 épisodes du chapitre 3, donc ça me fait reprendre en plein milieu d'un truc, en plein sur la lancée. Je pense qu'il y a plein de choses qui ressembleraient pas à ce que je voulais faire à la base, que ce serait moins drôle, moins intéressant. Grosso modo, ça m'intéresse pas trop. Et après, pour ce qui est des détournements vidéo, j'ai eu des idées du coup avec Gravity et avec le Hobbit, mais j'en ai pas eu en dehors de ça. Je dois dire que c'est beaucoup plus compliqué à trouver depuis la deuxième partie des années 2000. Les films des années 90 étaient très pratiques pour trouver des détournements et des conneries à raconter au milieu, et des trucs sympas à détourner, des trucs dans ce genre là. On se permettait plus de trucs un peu farfelus et un peu rigolos. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de trouver des films qui permettent de faire ça. J'en cherche de temps en temps, mais c'est rare que je vois un film où je me dis tiens là on pourrait mettre une scène parodique, ça pourrait être sympa. C'est peut-être aussi une déformation, il y a une époque, à l'époque où je faisais des détournements de films, je pouvais plus voir un film sans penser à un détournement. C'était aussi un peu problématique, là pour le coup ça t'empêche un peu de profiter du film, parce que tu t'imagines toujours des conneries à chaque fois qu'il y a un truc. Mais à l'heure actuelle non, vraiment j'ai pas beaucoup d'idées pour ce genre de truc. Je nie pas que je pourrais le refaire, parce que j'aime toujours l'humour et j'aime toujours faire ça, mais pour l'instant pas d'idée. Ensuite, les assoiffés de ciné me demandent le film qui te donne envie de tomber amoureux, j'en ai déjà parlé 500 jours ensemble, et celui qui ne te donne pas envie de tomber amoureux, Call Me By Your Name. Ensuite, Ali me demande, comptes-tu continuer ton émission Les Bases du cinéma et peux-tu nous en dire plus sur les prochains prévats? Pourquoi j'ai raison, j'avais tort. Je garde toujours secret les sujets des pourquoi j'ai raison, j'avais tort, parce que je sais jamais si je vais réussir à les sortir, je peux toujours me retrouver bloqué un moment et obligé de partir sur un autre sujet à un autre moment, donc je préfère ne jamais annoncer les sujets, donc non, je ne dirai rien sur le prochain prévat, pourquoi j'ai raison, j'avais tort. Les Bases du cinéma, si elles vous intéressaient tant que ça, fallait les regarder à l'époque où elles sont sorties, et même maintenant, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait quoi, 5 ou 10 ans qu'elles existent, non, ça fait moins que ça fait 3 ans, le dernier épisode est toujours à moins de 100 000 vues, ce qui fait toujours 66% des membres de ma chaîne qui se foutent complètement des bases du cinéma. Donc, je suis navré, hein, mais ça prend trop de temps et trop d'investissement pour ce que ça donne. Quelques personnes m'ont répondu, et du coup je vais leur répondre, que si ce qui m'intéresse c'est de faire des vues et d'avoir de l'argent, faut pas que je fasse ça parce que faut que je fasse ce métier par passion et par machin, et que du coup si je suis bloqué sur les vues, je suis qu'une merde et j'ai qu'à pas être youtubeur, etc. Si j'étais pas intéressé un minimum par les vues et par les revenus, je ne serais pas youtubeur parce que ce serait pas mon métier, je pourrais pas gagner ma vie avec. Quand une vidéo que tu mets des mois à préparer ne te rapporte que 40 €, 50 €, 60 €, désolé, tu passes pas un mois à bosser dessus. Quand elle te rapporte 300, oui, tu peux le faire. Mais une vidéo qui te rapporte 300, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc voilà. Et c'est pas une base du cinéma, ce sera un pourquoi j'ai raison de tort sur un sujet X ou Y, peut-être un vlog sur un film très particulier, mais une base du cinéma, c'est un gouffre. Et ça ne sert à rien, parce que ça me rapporte pas assez d'argent pour l'investissement de temps que ça demande, et pas assez de gens ont envie de le voir par rapport au nombre de personnes qui me suivent, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est quand même dingue, on m'a jamais autant parlé de ces émissions que depuis qu'elles sont arrêtées. Lu me demande, bonjour à toi, j'aimerais savoir si tu as déjà pensé à arrêter complètement YouTube et combien de temps tu penses continuer. Je continuerai jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol, donc potentiellement je peux aller assez loin. Est-ce que par contre j'ai pensé à complètement arrêter YouTube? Ah oui, je crois que j'ai passé au moins 5 ans à penser à arrêter YouTube. Définitivement. Il m'est arrivé énormément de saloperies, énormément de couilles et énormément de trucs pas agréables du tout avec cette chaîne. Dans le milieu professionnel et personnel aussi. Et oui, à de très nombreuses reprises, il m'est arrivé de m'arrêter et de me dire mais pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je suis en train de m'enterrer comme ça? Pourquoi je suis en train de me mettre la tête au-dessus
d'autant de saloperies et de machin, enfin vous savez que je suis en plus, j'ai un tempérament un peu dépressif par moment, donc bien entendu ça m'est arrivé de penser à arrêter cette chaîne définitivement et totalement à plusieurs reprises. Il se trouve que depuis quelques temps, non, donc tant mieux, profitons-en. Florent de Creuse me demande quel est le dernier commentaire d'abonné qui t'a poussé à te remettre en question. Alors je sais pas pourquoi tu précises d'abonné, dernier commentaire tout court. C'est un commentaire sur le Pourquoi Jardinator sur 500 jours ensemble, première version, celui qui était bloqué, où une fille était venue me voir en me disant mais la partie sur la musique intradigétique, tu t'es complètement emmêlé les pinceaux et tu dis tout et son contraire d'affilée. Et comme j'étais en train de me dire que j'avais envie de remasteriser l'épisode pour le ressortir et qu'il puisse cette fois-ci ne pas être bloqué pour les droits d'auteur, donc en supprimant la séquence qui est incriminée, je me suis dit bah c'est l'occasion de corriger ça aussi. Par exemple j'avais dit, je disais que la musique, je faisais la différence entre la musique intradigétique et la musique extradigétique. Intradigétique qui provient du film, genre une chaîne qui est en train de jouer quelque part dans le décor, extradigétique, musique composée par le film que les personnages n'entendent pas. Cas particulier, comédie musicale, on sait pas si c'est intra ou extradigétique vu que les personnages sont pas censés l'entendre, en même temps dansent à la musique. Bref, j'avais dit intra et extradigétique, le problème c'est que diégétique veut déjà dire intradiégétique. Diégétique veut dire qui est dans l'œuvre, qui vient de l'œuvre, de l'univers, de la réalité de l'œuvre. Donc si je dis intradigétique, c'est comme si je disais descendre en bas ou monter en haut. C'est une répétition en fait. Donc j'ai corrigé ça et effectivement je me suis rendu compte que juste après je disais qu'une scène n'était pas digétique alors qu'elle était digétique et un truc dans ce genre là. Enfin, je m'étais gouré sur le texte et je l'ai corrigé à ce moment-là. Ça m'arrive très régulièrement de m'en mettre en question sur des commentaires qui sont postés sur des films. Si c'est des choses que j'ai loupées par exemple dans un film, si on me dit t'as loupé ça dans le film, je vais toujours le regarder et m'en mettre en question. Donc voilà, ça m'est arrivé très récemment encore. MTAX 366 VS majuscule underscore 4 me demande coucou Dudu, voilà ma question, peux-tu vivre uniquement grâce à ta chaîne YouTube? Oui, entre les revenus YouTube, les revenus publicitaires YouTube et les revenus qui sont offerts par les tipeurs, je touche grosso modo 2000 € par mois brut, ce qui fait aux alentours de 1600... Ouais, je crois que c'est ça. 1500 ou 1600 € net d'impôts. Donc comme je vis à Paris, je suis pas non plus en train de baigner dans le luxe et dans la volupté, mais oui, je gagne absolument ma vie avec la chaîne YouTube. Sliaf me demande, est-ce que la surdemande d'un film ou d'un Pourquoi Jardinator de la part de ta communauté t'a-t-elle déjà dégoûté d'en faire une vidéo? Rien me vient en tête, mais je suis persuadé que oui. Ça correspond tout à fait à ma personnalité et à ma façon de faire. C'est pas du tout impossible qu'à un moment quelqu'un m'ait tellement fait chier sur un sujet que j'ai décidé de pas en parler. Mais à l'heure actuelle, je saurais pas te dire quoi. Je pense pas que je l'ai fait en fait, au final. Je crois que j'ai toujours fini par parler d'un film si les gens en parlaient, mais effectivement il y a des fois où les gens sont tellement... vous vous regardez pas les uns les autres en fait. Donc des fois tu peux littéralement recevoir 600 fois la même demande de parler d'un même film. Et il y a vraiment un moment où ça t'en a un peu plein les couilles quoi. C'est pas impossible qu'une fois ça m'ait bloqué à l'idée de faire une vidéo. Je crois pas, mais c'est pas impossible. Ukulele me demande salut Dudu, est-ce que tu vas voir des films rien que pour toi, pour le plaisir, sans en faire une critique? Tu critiques les films plutôt mainstream dans tes vlogs en général, mais en tant que cinéphile, je pense qu'il va t'arriver d'aller voir des films plus exigeants. Est-ce le cas? Tout ce que je vais voir en salle est vlogué. Je crois que ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois dans l'histoire de la chaîne d'aller voir un film et de me dire vraiment ce film là intéressera personne, même moi j'ai pas envie d'en parler donc je vais pas en parler. Mais je saurais même pas me souvenir du titre des films. Et c'est extrêmement rare. Vraiment je dis 3 ou 4 fois sur 600 vlogs quasiment qui sont sortis à l'heure actuelle. Donc non en principe je parle toujours des films que je vais voir en salle. Le truc c'est si c'est sorti en salle c'est l'actu. Et c'est ça le truc, si c'est l'actu je vais faire une vidéo dessus pour pouvoir faire un vlog et en parler. Les séances plaisir vont plutôt être des deuxièmes visionnages de films que j'ai déjà vus, donc retourner les voir avec des potes ou des trucs dans ce genre-là. Je crois pas pouvoir concevoir d'un sujet qui serait tellement précis que j'irais voir un film spécialement pour moi et que j'aurais pas envie de vous en parler derrière. Vraiment, ça m'étonnerait. En revanche, pour ce qui est du cinéma plaisir, ce que je fais beaucoup plus, c'est les films qui sont déjà sortis en salle et que je vois ensuite chez moi. Ça, pour le coup, oui, bien sûr, je m'en fais très régulièrement. Et je ne fais jamais de prise de notes ou quoi que ce soit pour donner mon avis sur le film. Globalement, je vais quand même, parce que comme je fais un truc avec mes tipeurs, en fait, tous les ans, je leur envoie un tableau avec absolument tout ce que j'ai vu, que ce soit en salle ou pas.
et une petite note vite fait pour que ça puisse leur faire quelques petits conseils de films à voir par an. Donc ça, je note des films sur 4 étoiles, de 0 étoiles à 4 étoiles. C'est pas des évaluations qui sont très stables et nettes, c'est des évaluations, ça m'arrive, même quand je fais mes tops par exemple, je les refais entièrement. Je fais toute la liste et je me dis ça, est-ce que vraiment je le laisse à tant d'étoiles? Non, oui, non, oui, non, oui, non. Et du coup, le seul avis que je donne, c'est à quel point est-ce que j'ai aimé ou pas voir le film. Mais du coup, en dehors de ça, je ne regarde que pour le plaisir. Corentin Virando me demande feras-tu un pourquoi j'ai sur la filmographie de Tarantino? C'est une question qui est revenue extrêmement souvent, donc je vais l'aborder ici. Non, ça ne sert à rien de faire une vidéo sur Tarantino, parce que parler de Tarantino, c'est enfoncer des portes ouvertes. Quel intérêt j'aurais à vous dire que dans Kill Bill, Tarantino fait des plans séquences zénithaux, quand toute la séquence de Béatrice Kiddo qui rentre dans le bar des Crazy 88 et qui va chercher Sophie dans les chiottes est clairement et in your face filmée en plan séquence et en plan zénithal avec la caméra qui passe au-dessus des murs et qui la suit dans les couloirs jusqu'à pour aller dans les chiottes. Le style de Tarantino est ultra visible, ultra direct et ultra clair. Il est même ultra prononcé. C'est aussi ça qui fait que le cinéma de Tarantino marche autant, c'est que ce soit un truc de série Z ou un film d'auteur, il va pousser le concept à fond quand il va le mettre en image. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo sur Tarantino. Vous savez ce que fait Tarantino. Vous savez qu'il fait des hommages aux vieux films, vous savez qu'il fait des mixtapes avec des mélanges de musique très particulières pour ses films, vous savez à quel genre de film il fait référence par rapport à la nouvelle vague, etc. Vous savez tout. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à parler de Tarantino, c'est juste dire des choses que tout le monde dit, et je déteste faire des vidéos pour dire ce que tout le monde dit. Si je dois dire quelque chose si je dois parler de quelque chose, c'est parce que j'ai un avis qui est particulier et que tout le monde ne partage pas forcément. Sinon, j'estime que ça a déjà été dit, donc il n'y a pas besoin de le dire une deuxième fois. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, ça parle de lui-même, le Seigneur des Anneaux. Son grandiose est imprimé dans chaque plan. Donc j'ai aucune raison de faire une vidéo dessus non plus. Pour coller à ça, on m'a énormément demandé également si je ferais un pourquoi j'ai retard sur la partie 3 du Marvel Cinematic Universe. Oui, bien sûr que je parlerai de la partie 3 du Marvel Cinematic Universe, mais à l'heure actuelle elle n'est pas finie, il y a encore Endgame qui doit sortir, et une fois qu'Endgame est sorti, il faudra aussi que j'attende qu'ils sortent en DVD et en Blu-ray pour pouvoir les revoir, et puis après il va me falloir quelques mois aussi pour pouvoir les revoir tous, pour pouvoir ensuite faire une analyse, et pouvoir ensuite vous écrire un truc. Donc, ce sera pas pour cette année, ce sera peut-être même pas pour l'année prochaine, d'accord? Donc calmez-vous avec la phase 3 de Marvel. Je suis super content que vous l'attendiez à ce point-là, mais c'est pas pressé. Je ne suis pas du tout pressé à l'idée de travailler sur Marvel. Une question qui m'est posée par Shin Scarlett, une idée déjà évoquée par le passé je crois, effectivement. Des reviews vlogs de films anciens, / déjà sortis, comme s'ils venaient de paraître en salle, ça pourrait être cool, non? Point d'interrogation. Réponse non, point, tout court. Et le truc c'est que si le film est déjà sorti, ça n'aurait aucun intérêt de faire juste un vlog, puisque je peux illustrer ce que je vous dis. Je peux aller chercher les scènes, je peux aller chercher les extraits, je peux aller chercher les images, je peux aller chercher le son, les musiques, je peux tout récupérer, je l'ai sous la main, ça existe, c'est vendu, c'est commercialisé. Pourquoi je ferais une vidéo pas travaillée? Parce que le truc c'est que mon but c'est pas juste de transmettre mon avis en fait. Il y a plein de gens qui ont l'air de croire que mon but c'est juste de dire ce que je pense sur tout et n'importe quoi. Je vais essayer d'apporter quelque chose aussi, je vais essayer d'être un peu productif. Les vlogs, en bonne partie, ils sont là pour vous pousser à aller en salle. Par exemple, faire un vlog sur un film qui est déjà sorti, c'est juste vous dire bah j'ai pensé ça d'un film qui est sorti il y a 20 ans. Et j'ai rien à vous amener pour le prouver, j'ai pas d'argument visuel, machin, je vais juste vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est totalement inintéressant. Et typiquement, enfin, je veux dire, le pourquoi j'ai un auteur sur Autant n'importe le vent est venu en partie parce que juste faire une vidéo où je disais Autant n'importe le vent, c'est un brûlot raciste sudiste et c'est de la merde, tout le monde peut me dire que j'affabule et que c'est rien, quoi. Quand je vous mets les extraits juste après avec Mamie, avec tout le bordel, là, ça appuie mon argument, ça appuie mon truc et c'est du coup ce que je dis a une valeur en plus. Donc, non, je ne ferai pas de vlog sur des films déjà sortis. Depuis longtemps. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Julie Foueyo me dit « Tu parles toujours de films et quasiment jamais de séries, ou alors j'ai dû louper un concept sur ta chaîne, que penses-tu des séries en général, des préférences, etc. » Le problème des séries, c'est que contrairement à un film, la série est basée à 100% sur le récit et l'histoire. C'est ça la base de la structure, la base de la réalisation, la base de tout dans une série, c'est l'histoire. Et raconter les faits, et filmer des gens qui parlent et qui ont des dialogues pour remplir. Parce que les dialogues, c'est ce qui coûte le moins cher à filmer. Tu fais juste un champ contre champ, ça occupe 15 minutes de scène et ça coûte une journée de tournage, quel que soit le nombre de minutes que tu fais. Donc, c'est un mode de construction qui est assez particulier, et c'est un mode de visionnage qui est assez particulier. Quand tu binge-watch une série, quand tu regardes une série, tu te fais 10 heures de programme. Moi qui suis un mec qui à la base me
focalise plus sur les films et regarde plus de films. Si je regarde 10 heures de série, ça fait 5 films que je peux pas regarder pendant ce temps. Parce que je regarde 10 heures de série à la place. Je peux pas faire les deux en même temps, je peux pas regarder la série et le film en même temps. Donc c'est très chronophage et du coup je me limite pas mal dessus. Et puis le truc c'est bien entendu qu'il faut que l'histoire me plaise et que je rentre dedans, et c'est pas toujours facile de trouver des histoires dans lesquelles tu rentres dedans. Dernièrement j'ai rattrapé Person of Interest, j'ai continué à suivre la série spécifiquement parce que je trouvais que c'était la série la plus mal écrite que j'avais vue depuis très longtemps, et j'ai continué à regarder des épisodes juste parce que je me dis mais c'est pas possible d'écrire aussi mal, c'est pas possible qu'à chaque fois les situations soient aussi téléphonées, c'est pas possible qu'à chaque fois les trucs aient aussi peu de sens. Comment tu peux faire une série entière sur l'espionnage et ne jamais parler d'espionnage et des problèmes que ça pose? Comment est-ce que tu peux barrer... Donc voilà, donc il faut quand même accrocher à la série, enfin il faut quand même accrocher à l'histoire pour suivre le truc. Et en fait c'est ça, il faut suivre les histoires et trouver les séries qui te parlent, et comme ça prend beaucoup de temps, je vais pas en tester 36 000 non plus. Mais bien sûr, comme beaucoup de gens, je suis les séries, je me suis mis dernièrement à en suivre beaucoup plus, notamment des séries que beaucoup de gens avaient regardées, sur lesquelles moi j'étais resté très extérieur. House of Cards notamment, que j'ai entièrement rattrapé cette année, enfin l'année dernière. Stranger Things aussi que j'ai rattrapé l'année dernière. Là en ce moment je suis sur... dans la série que je suis sur Star Trek Discovery, parce que je suis un énorme fan de Star Trek, je viens de me refaire là encore l'intégrale. Je viens de découvrir Voyager et Enterprise, que j'avais jamais vu, ces deux saisons-là. Enfin, c'est les 7 saisons de Voyager et les 4 saisons d'Enterprise. Ça, je viens de les faire. Je suis sur Deep Space Nine, mais c'est nullissime. C'est vraiment la pire série Star Trek qui ait jamais été faite au monde. Je suis en train de me mettre sur Babylon 5, là. Je sais pas si vous avez vu vite fait dans mes petits trucs, mais j'ai mes coffrets Babylon 5. Parce que maintenant j'ai de quoi m'acheter le coffret, donc je l'ai acheté pour me le refaire en entier. Mais en ce moment, donc oui, je suis Star Trek Discovery et The Orville, qui est la série à la Star Trek faite par Seth MacFarlane, qui est un énorme fan de Star Trek, qui d'ailleurs fait des caméos dans Star Trek Enterprise ou Voyager, des trucs dans ce genre-là. Et il vient de faire une série qui est totalement à la Star Trek, mais avec l'humour en plus. Mais c'est en même temps extrêmement terre à terre et ça pose des vraies questions de SF. C'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis très longtemps, The Orville. Je suis Brooklyn Nine-Nine en ce moment. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça et ça me fait beaucoup marrer. Et en plus c'est super rapide, donc ça c'est une série que j'aime bien. C'est des épisodes de 20 minutes, ça se fait de moins en moins maintenant, des séries de 20 minutes. Et j'aime bien les petits épisodes rapides de 20 minutes avec juste de l'humour un peu débile. Ça du coup tu peux te grignoter entre deux montages de vidéos, un truc dans ce genre là, c'est parfait quoi. Pour faire une petite pause justement plein pendant le montage, 25 minutes d'un petit épisode de Brooklyn Nine-Nine, parfait. Tu reviens après sur ton montage, t'es nickel. J'ai découvert récemment, en étant justement à fond sur la SF, The Expanse, qui est pas mal, une série de sci-fi. Il y a pas longtemps, les séries de sci-fi, c'était vraiment t'étais sûr de tomber sur une merde, mais là pour le coup c'est pas mal du tout et ça traite l'exploration spatiale en vaisseau à la Star Trek de façon ultra réaliste. C'est pas des vaisseaux qui ressemblent à rien avec des soucoupes et des trucs bizarres, ça a des vrais réacteurs pour te protéger, ça a des petits trucs pour faire, je sais plus comment ça s'appelle, les thrusters pour souffler de l'air et faire tourner ton truc dans le vide, etc. Ça gère la gravité de façon extrêmement réaliste, ou l'absence de gravité, la pesanteur, de façon extrêmement réaliste, et c'est vachement intéressant. L'histoire, au bout de 10 épisodes, je trouve que ça sera encore du mal à devenir intéressant, mais c'est parce que c'est un vrai roman et du coup ça va se développer après sur les séries, après c'est une adaptation de roman. Donc voilà, je suis des séries, mais beaucoup moins parce que ça prend beaucoup trop de temps et j'en parle pas pour la même raison. Ça prendrait 10 000 fois trop de temps de faire des vidéos, des vlogs ou des pourquoi de temps sur des séries, il y a trop de choses à répertorier, à regarder, à analyser. Et tu peux pas vraiment l'analyser parce que justement, pour finir là-dessus, comme tout est basé vraiment sur l'histoire et filmer le plus de choses possible pour remplir le plus possible une case horaire ou le temps de la série, si on est sur Netflix et pas sur une chaîne télé, parce que c'est comme ça pour tout le monde au final, on va le plus possible filmer des dialogues parce que c'est le truc le plus cheap à filmer et c'est comme ça qu'on va le plus entretenir le truc. Ça fait un storytelling différent parce que du coup t'as un storytelling qui est très quotidien, qui avance assez lentement, qui permet de vraiment entrer avec les personnages, mais c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup plus d'investissement et de temps. Donc du coup c'est trop compliqué à faire et c'est quasi inanalysable une fois que le film est fait parce que t'as pas le temps de travailler une mise en scène aussi profonde que sur un film de 2 heures. Faut bien prendre en compte que vous avez en gros le même budget et le même temps pour faire une série Netflix et un film de 2 heures. Et vous pouvez pas faire 10 heures de programme de la même façon que vous en faites 2. Il y a forcément une différence entre les deux. Mais tu peux toujours finir par apprécier le truc. Il y a toujours des séries qui permettent d'avoir quelques petits instants de fulgurance et qui permettent de faire des trucs intéressants. Mais je vais effectivement pas en parler sur la chaîne, bien que j'en suive régulièrement. Ensuite, Rex Hiyoko me demande pourquoi tu ne participes pas aux conventions et autres événements ciné, festivals, rencontres, etc. J'estime que c'est pas vraiment ma place en fait. Les conventions, les festivals... J'aime pas les festivals de cinéma, déjà. J'aime pas me forcer à aller voir un film à un moment, à une heure précise, à un truc précis. J'ai du mal avec les festivals. Et je suis pas à l'aise non plus avec la foule.
Donc grosso modo, tout ce qui est grand rassemblement, etc., je vais un peu éviter, parce que ça me fatigue et ça me stresse énormément, et ça me rend irritable, et enfin, c'est pas très agréable, quoi. Je me suis déjà retrouvé devant une centaine de personnes, dans un amphithéâtre, à faire un truc, et enfin, c'est très particulier, et je suis venu avec un sac comme ça, rempli de trucs à leur montrer, de vidéos et de machin, parce que moi j'ai du mal avec ce genre de truc. Donc voilà pourquoi vous me voyez jamais à ce genre de truc. Ça commence à en faire pas mal déjà, je vais essayer d'en faire encore quelques-unes, une petite dizaine, et puis après on va arrêter. Mayu me demande « Salut Dudu, que penses-tu de l'image que tu as couramment du mec qui a toujours un avis opposé aux gens? Cela te dérange-t-il? Cela te pousse-t-il à remettre en question ton jugement des films ?» Alors, ça me dérange dans un sens. Parce que dans l'idée, le mec qui a toujours l'avis opposé des gens, il y a l'idée que si vous dites blanc, je vais dire noir, et si vous dites noir, je vais dire blanc. Si vous dites bien, je vais dire mal, et si vous dites mal, je vais dire bien. En fait, c'est pas exactement ça qui fait que je suis pas comme tout le monde. Je vois pas les films comme tout le monde. Après, mon avis, si vous regardez bien, je suis pas tant que ça en désaccord avec le grand public, ou avec le succès populaire des films, ou même parfois le succès critique quand on regarde les notes qui sont données, quoi. Donc je suis pas vraiment systématiquement en train de dire l'inverse de tout le monde, c'est juste qu'effectivement comme de base je vois les films différemment, je vous en parle différemment, je vous les présente différemment et je les apprécie différemment, ce qui me donne des avis un peu différents de, effectivement sans doute de la plupart des gens que vous allez voir sur YouTube. Mais j'aime pas cette idée d'être celui qui fait l'opposé. Parce que déjà je vous l'apprends, hein, si jamais vous avez envie de faire ça comme stratégie, c'est complètement con et ça marche pas. Vous allez jamais avoir du succès en simplement disant systématiquement l'inverse de tout le monde. C'est vraiment la façon la plus conne de penser les choses, quoi. C'est aussi bien pour vous si vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher, que si vous pensez vraiment que c'est comme ça que moi je fonctionne, quoi. Si vous pensez vraiment que je suis assez con pour fonctionner comme ça, enfin c'est... Donc c'est plutôt ça qui me dérange, c'est de passer, de déformer, tu vois les films différemment, ou t'as un avis différent de tout le monde, en t'as toujours l'avis opposé à tout le monde. Ce serait quand même extrêmement laborieux de réussir à être constamment contre tout le monde. C'est pas mon but, c'est pas comme ça que je réfléchis, et pour finir là-dessus, ce qui me dérangerait à la limite quand on me donne cet avis-là, c'est le sous-entendu que je vais forcément faire exprès d'avoir l'avis que je mets dans la vidéo, que c'est de la mauvaise foi, que je l'ai travaillé, que je l'ai machin. Parce que c'est l'échec de ce que j'essaye de faire, c'est faire échouer ce que j'essaye de faire. Mon but depuis le début, c'est de vous dire, vous lisez bizarrement les films, vous lisez mal les films par moment, vous savez pas comment lire les films parfois. Et c'est pour ça que vous avez des visions différentes des films, et c'est sans doute pour ça que vous êtes à ce point bloqué sur la question de est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, comme moi. Et j'essaye du coup de vous libérer de tout ça. Et quand on finit avec t'es juste le mec qui a l'avis opposé de tout le monde, en fait vous prenez rien de tout ça. Vous essayez pas de vous dire qu'il y a une autre façon de voir les films, vous essayez pas de vous dire que peut-être que vous êtes pas au courant de tout. Voilà, c'est ça qui m'ennuie avec ce côté, t'es le mec qui est toujours à l'opposé de tout le monde. C'est que c'est foncièrement pas comprendre ce que je raconte. Et comment je vois les films, et comment je fais ma vision du cinéma. Comment je vois le cinéma. Oswan RZ me demande, selon toi, quelle est ta pire vidéo et ta meilleure? Mes meilleures vidéos, parce que je pense que j'en ai pas une seule, seront celles qui généralement ont demandé le plus de travail, mais qui sont les plus agréables à regarder. Je vais dire la rétrospective Wachowski, Autant n'emporte le vent, Prometheus et Alien Covenant, et je dirais peut-être celle sur Roland Emmerich que j'ai beaucoup aimé, et celle sur Greg Araki, parce que je suis toujours sur le cul d'avoir réussi à faire ce Pourquoi j'adore sur ce mec. Je pensais pas avoir réussi à faire de ce mec un sujet de vidéo, mais en fait si, j'ai réussi, et je crois que c'est une de celles que j'apprécie le plus. Après, pour ce qui est de celles que je considère les pires, je pense que celle sur la 3D est pas dans les meilleures. Celle que vraiment je déteste et que je peux pas regarder, c'est le top 15 des scènes préférées. Je savais en faisant cette vidéo que c'était con, que le top allait jamais tenir plus d'une semaine, un truc dans ce genre là, mais alors vraiment quand je revois la vidéo maintenant, je me dis mais c'est... Quelle galère, ce truc n'aurait jamais dû sortir. Donc voilà, pour moi c'est ça mon plus mauvais pourquoi j'ai raison d'avoir tort. Vous avez des pseudos compliqués à prononcer. Yann Kachnik me demande pourquoi tu es aussi discret sur les réseaux sociaux. Et après il me demandait pourquoi je faisais pas de collaboration, mais j'en ai reparlé. Problème à travailler en groupe. Pourquoi je suis discret sur les réseaux sociaux? Parce que justement,
À chaque fois que j'ai envie de tweeter un truc, ou de mettre un truc sur Facebook, je passe déjà 3 heures à essayer de faire en sorte que ça tienne en 240 caractères, ou 260, 280, je sais plus combien il y en a maintenant. Et surtout le truc c'est qu'à chaque fois je me dis, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de mon avis sur ce truc? Et du coup, je ne le poste pas. Si seulement l'intégralité des utilisateurs des réseaux sociaux pouvaient faire ça, pouvaient toujours se demander avant de poster un truc, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de mon avis sur ce truc? Les réseaux sociaux ne seraient pas le ramassis de merde qu'ils sont aujourd'hui. Alex Brocard me demande « Comment arrives-tu à profiter du film, prendre des notes et analyser ce que tu vois? Tu vas voir plusieurs fois chaque film. » En fait, vous fonctionnez d'une façon un peu biaisée qui est d'être persuadé que l'émotion est séparée de la technique. Au cinéma, l'émotion passe par la technique. Quand vous vous focalisez sur la technique, vous vous focalisez sur les émotions. Et quand vous vous focalisez sur les émotions, vous vous focalisez sur la technique. Les deux sont toujours liés. Je sais pas pourquoi vous avez dans votre tête cette idée que c'est impossible de mélanger les deux, et que forcément tu es obligé d'en prendre un plus que l'autre, ou que tu profites moins de l'un si tu t'attardes sur l'autre. Les deux sont liés. Donc, je n'ai besoin que d'un seul visionnage, et j'arrive à analyser ce que je vois en un seul film parce que je sais comment fonctionne un film, je sais quel code je dois regarder, je sais quel lien je dois tracer entre tels éléments pour arriver à avoir le sens du film ou l'intérêt du film, etc. etc. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'aller voir plusieurs fois le film. J'avais envie de faire un petit truc, une petite simulation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu fais pour prendre des notes sans qu'on te voit. Et je vais vous montrer du coup, on va simuler, je vais éteindre mes lumières, tac. Voilà, là on est pas mal pour ce qui est d'une reproduction de lumière de salle de cinéma. Donc quand je regarde le film, j'ai ça, mon petit Blackberry qui est ouvert sur mon truc de prise de notes, avec mon petit clavier qui est rétroéclairé, et vous pouvez voir que ça fait pas des masses de lumière non plus, quoi. C'est pas l'appareil photo qui éclaire le plus parmi les portables et les smartphones. Mais du coup, comme je suis quelqu'un qui est conscient de ce que c'est d'être au cinéma et d'avoir des gens qui te font chier avec la lumière des portables, j'ai ceci, je sais même pas si vous pouvez le voir, je pense que oui, parce que je prends assez de lumière de toute façon. Ça c'est mon sac, qui a plus de gueule vraiment, mais c'est le sac avec lequel je vais en salle. Et il y a une petite poche sur le devant, donc je le mets sur mes genoux, je sors la petite poche, et je mets le portable en dessous. Et là, personne ne voit rien. Donc c'est pour ça que je peux prendre des notes sans problème, c'est parce que j'ai mon petit truc ici, le téléphone en dessous, et il n'y a que moi qui peux voir la lumière qui est provoquée par mon appareil photo, et c'est par mon smartphone, et c'est comme ça du coup que je prends les notes au cinéma sans faire chier personne. Voilà. Mathieu Bièvre me demande « Salut, j'aime beaucoup ton travail et tout particulièrement les pourquoi j'ai de tort. Le rythme de sortie, soutenu à tes débuts, s'est considérablement ralenti avec le temps. S'agit-il d'un désintérêt pour ce format ?» Non, au contraire. Le truc, c'est que justement, je les bosse 1000 fois plus qu'avant les pourquoi j'ai raison de tort, désormais. Les premiers pourquoi j'ai raison de tort étaient un peu plus superficiels, et j'avais pas un tel attachement à être sûr d'absolument tout ce que je mets, tout ce que je dis et tout ce que je fais. J'avais pas l'envie d'aller aussi en profondeur aussi dans certains trucs. Ils prennent donc naturellement aujourd'hui beaucoup plus de temps. Surtout que, à l'époque, par exemple, si je devais regarder des films pour faire un truc dessus, je regardais juste les films. Maintenant, en plus, s'il y a eu des suites, je vais essayer de regarder les suites. S'il y a des making-of, je vais regarder les making-of. Je vais me promener sur les Wikipédia, aller regarder tous les liens qui redirigent ensuite vers des articles généraux ou vers des analyses ou vers des trucs pour analyser la question. Donc je vais traiter la question assez différemment aussi. Donc du coup, ça me demande plus de travail qu'à l'époque. C'est pour ça que ça allait beaucoup plus vite à une certaine époque, c'est parce qu'à un moment, je prenais juste les films et je faisais mon texte après. Et maintenant, du coup, j'essaye de travailler beaucoup plus longtemps que ça, le texte et ce que j'ai à dire. Parfois, ça donne pas forcément du bon. Je réécoute souvent certains passages du Pourquoi j'ai tort sur Star Wars 8. Il y a des passages où je me dis, j'espère que ça passe, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je suis parti sur un sujet où j'aurais pas dû partir ou un truc dans ce genre. Et j'ai toujours cette angoisse, cette crainte. Donc, je travaille beaucoup plus mes textes maintenant. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Léonce Doula me demande « As-tu d'autres projets que les vlogs ou les pourquoi j'ai raison de tort ?» Oui, ça marche jamais, mais j'en ai, et je vais continuer certains trucs. Je vais essayer de faire des hors-séries, une vraie série. J'aimerais bien avoir des vidéos où je puisse parler de sujets très vastes et très larges, plus que faire des pourquoi j'ai raison de tort précisément. Et peut-être aussi, du coup, faire des sujets un peu plus superficiels par moment. Il y a quelques sujets sur lesquels j'aimerais faire quelques vidéos en ce moment auxquels je pense.
Donc oui, je vais essayer de bosser sur d'autres trucs que les vlogs et pourquoi j'ai raison d'avais tort. Marc, elle, me demande « Est-ce que le cinéma est suranalysé par la critique ?» Parfois, je vois ou je lis des critiques qui analysent beaucoup trop certaines scènes d'un film. Je pense à Philippe Rouillet de l'émission Le Cercle sur Canal+, par exemple. C'est marrant que tu dis ça parce que pour le coup, Philippe Rouillet, c'est un des rares mecs où je me dis régulièrement qu'il est vraiment intelligent, il fait vraiment des critiques pertinentes et assez poussées, donc c'est marrant que tu parles de lui en disant qu'ils en font trop. Oui, le cinéma est suranalysé. Pourquoi? Parce que vous avez tous envie de vous persuader que le but du cinéma, c'est de raisonner avec ce qui fait votre vie à vous. Et donc, vous avez très souvent envie d'accrocher des thématiques ou des messages qui vous parlent à vous au film, alors qu'ils sont absolument pas dedans. Mais parce que vous allez voir un petit élément vite fait qui va vous rappeler un truc de ce que vous avez en tête et qui du coup va vous faire tout un truc. Et c'est en ça qu'on part facilement en suranalyse de cinéma, c'est parce que d'un seul coup on a des gens qui sont persuadés que ce qu'ils ont dans la tête était également dans la tête du réalisateur et que c'était ce qu'il avait envie de faire. Ce qui souvent amène à aller un petit peu trop loin et à dépasser un peu trop certains trucs. C'est toujours ça qui est compliqué quand tu analyses, quand moi j'analyse aussi, c'est de faire attention à pas aller trop en surinterprétation et à se dire mais est-ce que tout ça c'est bien dit par le film ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Donc voilà, je pense qu'effectivement le cinéma est souvent surinterprété par la critique. Tu ne spécifies pas quelle critique, et j'ai envie de dire toutes. Voilà. Johan me demande, penses-tu, comme Spielberg l'aurait dit, notez le conditionnel, que les films Netflix n'auraient pas leur place aux Oscars ou aux Emmy Awards? J'ai l'impression, enfin la phrase dit « mais aux Emmy Awards », je vois pas pourquoi il dirait que c'est plus bon pour telle catégorie de remise de prix que pour une autre. Ah, les Emmy, c'est pour la télé, cela dit. Ah, c'est pas con. Il est pas con, le Steven. La raison pour laquelle Steven Spielberg dit ça, et la raison pour laquelle je suis d'accord avec lui, c'est que les films Netflix ont peut-être une gueule de film. Mais il n'y a pas le travail qui va derrière pour faire un film. Je vous l'ai dit sur les séries, vous faites pas une série de 10 heures comme vous faites un film de 2 heures. Le truc, c'est que même les films de 2 heures, ils les tournent pas dans la même période que les films de 2 heures d'un studio hollywoodien. Ils mettent pas le même argent dessus, il n'y a pas autant de réécritures qui sont faites sur le scénario, il n'y a pas autant de possibilités offertes, parce que comme vous avez un budget limité de base, vous pouvez pas faire des grandes scènes comme sont faites dans d'autres films. Donc, c'est tout un tas de choses qui limitent d'office ton film, et qui font que, au final, ce sera jamais qu'un téléfilm avec une très belle image. C'est le seul truc, quoi. Et ce n'est effectivement pas du cinéma. On réfléchit pas sa mise en scène ou le contenu de son film de la même façon pour un téléfilm ou pour le cinéma. Notamment parce qu'en film, on essaye beaucoup de faire une mise en scène qui a du sens en elle-même. Le téléfilm, comme la série, est plus axé sur le fait de remplir, d'avoir du contenu, d'avoir des choses, oui, de remplir du temps. Et va moins avoir cette envie de prouver quelque chose, de dire quelque chose, ou d'avoir quelque chose de sous-entendu, des trucs dans ce genre-là. On s'applique pas de la même façon. On n'est pas aussi poussé. C'est vraiment, enfin, j'en ai regardé une vingtaine depuis que ça existe, des films Netflix, et je crois que j'en ai trouvé 2 qui étaient cinématographiques. C'était Alex Strangelove et Gerald's Game, qui est adapté d'un roman de Stephen King. C'est les 2 fois où j'ai vraiment eu l'impression que j'avais vu un vrai film et qu'il y avait une recherche qui avait été faite. Sinon, c'est toujours trop superficiel sur ces sujets, sur la mise en scène, sur le script, sur tout. Vraiment le script, jamais je n'ai autant vu l'intérêt des réécritures de script que depuis que les films Netflix existent. Il y a tellement de films Netflix que tu regardes, tu fais mais putain, mais une réécriture et toute cette scène-là aurait dû être changée, quoi. Enfin, il y a rien qui colle, il y a rien qui va, les textes sont pas bons, le niveau vient de baisser d'un coup, et c'est parce que on doit le tourner plus vite, on doit le tourner moins cher, et tu peux pas faire un vrai film intéressant avec ce genre de façon de fonctionner. Tu peux faire des films très spécifiques, genre Roma d'Alfonso Cuarón, des trucs qui ne demandent pas beaucoup d'argent, des films où tu as juste besoin de trouver un décor dans lequel tu vas foutre 15 personnages qui vont jouer aux cartes et parler de leur cancer, et en noir et blanc, et c'est tout. Ça, effectivement, tu peux le faire avec un tout petit budget, genre téléfilm. Et c'est pour ça que ça me fait marrer qu'ils soient à ce point en train de jouer leur chouineuse à vouloir absolument arriver aux Oscars et aux machins et à être reconnus, alors qu'ils savent très bien qu'ils font pas le même travail que les autres. Ils savent très bien qu'ils ont un mode de production différent, ils savent très bien qu'ils font pas de la même façon. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Steven. Les films Netflix n'ont pas leur place aux Oscars. Peut-être aux Emmy Awards, effectivement, avec les téléfilms et les séries télé. C'est leur budget, c'est leur rythme de production, c'est ça qui leur correspond. Vous pouvez pas amener un mec qui fait des masques en papier mâché
et le mettre en compétition pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux avec un mec qui utilise du vrai silicone professionnel et des vraies peintures et qui peint au stylo, etc. quoi. Il y en a un qui fait son truc de façon ultra pro et léchée et l'autre qui le fait de façon artisanale. Ça veut pas forcément dire que ça va être mauvais, mais ça veut dire que ça va jamais être extrêmement génial non plus. Et je sais, ça veut pas dire que tous les films cinématographiques sont parfaits et que tous les films Netflix sont des merdes. Mais dans 80% des cas, c'est la règle qui va gérer le truc. Ça aussi c'est intéressant, j'ai du mal à faire la sélection. CBS DB 3111 me dit « On entend souvent dire que tout a déjà été fait et que faire un film vraiment original est presque impossible. Comment imagines-tu le prochain film réellement novateur ?» Eh ben je l'imagine pas parce que cette phrase est tout à fait vraie. L'originalité n'existe pas. Ce que vous considérez aujourd'hui comme original est quelque chose qui a toujours existé depuis des années et qui a juste été remixé avec quelque chose de plus moderne. Les progrès de la science, les progrès de l'électroménager, les progrès de tout ce que vous voulez, c'est tous ces trucs les progrès de la vie quotidienne qui font que du coup tu crées d'autres problèmes par rapport à la société, enfin les mêmes problèmes mais dans d'autres conditions, etc. etc. Finalement, la vie est un éternel recommencement et tout se répète depuis des années et des années. Donc effectivement, l'originalité n'existe pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui viennent me dire « Ouais, le film il est nul parce qu'il est cliché » ou « Le film il est nul parce qu'il n'est pas très original ». Je comprends ce que vous voulez dire par là, vous voulez dire que vous l'avez déjà vu dans plein d'autres films, peut-être aussi que vous avez vu beaucoup trop de films dans un même genre, et peut-être qu'on peut pas vraiment faire autre chose que ça, en fait. C'est ça le truc aussi. Il y a des fois, on a déjà poussé les options dans certaines histoires, dans tous les domaines, et bah maintenant on n'a plus grand chose à faire si ce n'est refaire ce qui a déjà été fait. En lui trouvant une nouvelle façon, une nouvelle justification, un nouvel angle, qui va faire un truc un peu différent, mais sinon... pas grand chose quoi. C'est pas vraiment ça qui compte le plus. Michel Collin me demande si ça avance le projet de déménagement. Non, pas pour l'instant. Faudra que je me mette en vacances pour vraiment pouvoir chercher ce qu'il peut y avoir comme appart intéressant, ne pas tomber sur un truc ultra onéreux non plus. Voilà, ça va être très compliqué pour moi de déménager. Je vais peut-être arrêter là du coup, ça fait quand même plus d'une heure que je suis en train d'enregistrer des questions-réponses. J'espère que j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur certaines questions, de revenir sur la suite peut-être des questions qui ont été posées là, parce que vous en avez vraiment posé beaucoup. Je pense qu'il doit quand même y en avoir d'autres du coup, en dehors de celles auxquelles j'ai répondu ici. J'espère que ces vidéos vous auront plu, vous en aurez appris un peu plus, et dites-moi si vous avez envie que je fasse une deuxième partie où je continuerai encore les questions qui ont été posées ici, ou alors que je vous demande d'en reposer une nouvelle salve une prochaine fois. Je vais pas faire des facs tout le temps, parce que ça va être super long à monter encore, ce truc-là, ça va faire des heures, encore qu'il n'y aura pas beaucoup d'images. Mais du coup, voilà, peut-être qu'on pourra continuer à en faire d'autres. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo Fac Me. Je vous remercie d'avoir posé les questions dans Fac You. Et j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes parmi les réponses que je vous ai proposées ici. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!